Parfait. Bonjour à tous et à toutes. On va parler de sécurité psychologique cet après-midi, avec un petit retour d'expérience que je vais vous partager. Et vous allez être un petit peu acteur, pas autant peut-être que vous l'avez été l'an dernier, mais en tout cas un petit peu acteur pour voir si avec moi, vous auriez pris, je dis même pas la bonne décision, mais juste une décision, juste tout court. On vient me chercher un jour, je ne vous dirai pas quand ni où, pour des questions voilà, de confidentialité, d'anonymat. On vient me chercher un jour, on me dit l'équipe est en burn-out. En tout cas, il y a une personne qui est en burn-out. Bon, mais ça va, il y a une personne. Juste, je me suis arrêté sur ce mot-là. Ça va, il n'y a qu'une personne. Parce que le burn-out, on commence à l'entendre souvent, à en parler, et on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est. Euh, je vois même sur LinkedIn, sur des plateformes comme ça, des gens qui se renouvellent après un burn-out en disant bah, tiens, je me suis relevé, j'ai changé ma vision des choses, j'ai fait autre chose maintenant. Ça devient presque à la mode, presque une tendance, il faut peut-être presque un cap à passer. Si on n'a pas fait un burn-out, finalement, on ne peut pas progresser. Alors que c'est terrible. Et, et ce mot, ça devient quelque chose de très banal, en fait, dans les discussions. Et je me suis arrêté sur ce mot-là. Et j'ai dit non, non, cette personne, c'est un burn-out, oui. Ça porte notre nom en français. Je ne sais pas si vous le connaissez. On parle d'épuisement professionnel ou d'effondrement psychologique. De suite, ça change le discours. Au lieu de se dire, bon, ça va, je suis pas en burn-out. Alors ça va, je suis pas en effondrement psychologique. Pas pareil. Hein. Ou j'entends souvent, oui, mais c'est bon, là, je sens que j'arrive, où je pourrais passer en burn-out, mais attends, j'arrive, je pourrais passer en effondrement psychologique. Je dis, c'est pas la même chose du tout. Et au lieu de juste écouter ce mot-là, burn-out, et en entendant effondrement psychologique, en entendant épuisement professionnel, on vient en aide à la personne. On se dit, non, attends, tu ne vas pas t'effondrer devant moi, tu ne vas pas t'épuiser devant moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et on commence à prendre des petites considérations pour cette petite chose-là. Donc, on continue la discussion. Très bien, il y a une personne qui est en effondrement psychologique. Et ensuite, ah ben, j'ai peur. J'ai peur que l'hémorragie continue dans le reste de l'équipe. L'hémorragie. Alors moi, j'aime bien les mots. Hein. Je tilte souvent sur les mots. J'essaie de comprendre ce qui se cache derrière. Et c'est pas anodin, c'est un vrai terme. Une hémorragie. Une hémorragie, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui se passe si vous faites une hémorragie? Oui, c'est une situation qui est, je sais pas, qui est vitale. Ça devient vital, ça devient urgent. Euh, alors là, j'ai un peu les mains prises, mais je vais quand même le sortir. Hein. Je suis sauveteur secouriste à Sopra, donc je suis formé. Si jamais il se passe quelque chose comme ça, si jamais vous avez fait une hémorragie, je suis formé pour venir à votre secours. Mais une fois que j'ai agi, une fois que je suis arrivé, une fois que je suis intervenu, que je vous fais ce qu'il faut, hein, un point de pression, quelque chose comme ça, il se passe quoi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? On appelle les secours, on appelle le SAMU. Donc on appelle ici le SAMU et je vous ai mis ici ce petit acronyme. Alors ça vient pas de moi, ça vient de Tom Geraghty, je lui ai gentiment pris l'idée, il me l'a accordé, pour avoir plusieurs étapes, pour essayer de catégoriser où est-ce qu'on en est dans cette urgence. Où est-ce que j'en suis finalement? Oui, il y a une urgence, mais où je suis? Euh, le S pour le sondage. Imaginons, voilà, on va prendre la route tous ensemble, et je vais appliquer ce modèle-là. Première question que je vais me poser, c'est je vais sonder le conducteur. Tiens, il y a un peu de route qui nous reste à faire. Tu es assez reposé pour continuer? Tout simple. Si jamais je m'aperçois qu'il y a peut-être un petit risque derrière, que c'est pas, la réponse ne me satisfait pas, il y a un petit niveau d'alerte qui arrive. Donc je vais lancer une alerte. Tiens, je vois que tu sens fatigué. Ça ne te dirait pas de faire un petit arrêt, une petite sieste, peut-être? Et puis si ça continue, euh, on a un niveau de médiation. On va un peu plus loin. Je vois que tu es fatigué. On ne s'arrêterait pas à la prochaine heure pour faire une sieste et s'arrêter? Et si vraiment, vraiment, je vois que ça ne va pas, on passe au niveau d'urgence. Là, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, là, tu sors. Tu sors de l'autoroute, tu t'arrêtes. Il n'y a pas le choix. Stop. À votre avis, sur le projet, avant même d'arriver, on est à quelle lettre?
en urgence, hein. Il n'y a pas de piège. Hein. Il n'y a pas de piège ici. Oui, on est en urgence. Hein. Donc, stop, il faut faire quelque chose. Il y a vraiment un problème. On s'arrête. Alors, quand j'arrive sur un projet, ben, je me présente. Je me présente, mais peut-être pas forcément comme vous l'avez fait dans les conférences juste avant. Je m'appelle Benoît, j'ai 40 ans. Je suis papa d'un petit garçon. J'aime bien, moi, tout ce qui est manger de manière générale. Vous l'avez peut-être vu là au bar. Mais voilà, si on veut se retrouver ensemble, au milieu de burgers, ça me va très bien. Et puis ce que j'aime, moi, c'est les discussions impromptues. On prend un café, vous venez me voir pour 5 minutes, puis ça se transforme en 1 heure. C'est comme ça que j'aime bien travailler. Une petite réunion impromptue, comme ça. Si vous voulez m'aborder, c'est le mieux. Puis au quotidien, ce que je fais, c'est ce genre de choses, d'ateliers. J'accompagne des gens, de manière générale, que ce soit des équipes d'équipes, ou juste des personnes qui ont besoin de faire peut-être un petit pas de recul, un petit pas en arrière pour voir ce qui se passe avec eux. Et pas plus. Juste pour raconter que voilà, je suis comme vous, j'ai mes doutes, je suis vulnérable, j'ai des points de faiblesse, j'ai pas de jugement, pas plus que ça, et puis j'arrive avec vous pour faire un petit bout de chemin. Si jamais on discute un petit peu plus, vous avez juste à côté, moi, ce qui m'anime en fait au quotidien. Je ne le dis pas forcément tout le temps, ni à tout le monde, c'est vraiment si on veut creuser un peu le sujet. Mais c'est ça, c'est permettre à chacun de pouvoir s'exprimer de manière authentique et vulnérable, comme je peux le faire, pour qu'il y ait cette culture de sécurité psychologique, de croissance personnelle, de manière générale, qu'on puisse avoir. Et c'est tout. Après, le reste, sur le projet, ce que vous faites, je ne serais peut-être pas capable de comprendre vraiment. Hein. Je ne suis pas forcément dans la technique. Mais ça, oui. Ça, et si vous me dites le matin, je suis content de venir avec mon équipe, je suis content de te voir, je suis content de faire ce que je fais, moi, j'ai gagné. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Tout ça juste pour ramener ce côté humain. Peut-être que cette personne en burn-out, cette hémorragie, c'est parce qu'on ne l'écoute plus. Peut-être que parce qu'on a perdu tout contact. Mais j'essaie de le recréer. Ça marche pas. Hein. C'est pas dit. Donc je tente. Je tente avec cette équipe pour voir si ça prend. Ça a l'air de prendre. Donc j'ai déjà un pied dans l'équipe. On m'écoute. Ce qui est déjà 50% des choses. Donc maintenant qu'on m'écoute, je vais devenir un peu insistant. Parce que je ne suis pas là non plus pour juste être là. Je vais être un peu pénible. Donc je vais lancer une invitation. Pour la petite info, là je vous ai mis là où je pense être en fait. On est encore en urgence en ce moment. Donc dans toute la présentation, vous avez la lettre qui peut-être, on ne sait pas, vous allez voir, va diminuer. C'est pas dit. Donc je lance une invitation. L'invitation, c'est juste un cadre ouvert. Donc vous venez ou vous venez pas, peu importe. Je dis voilà, très simplement, si vous voulez qu'on discute, on discute de tout sujet. J'apporte absolument rien, je ne donnerai pas de conseils. Je suis juste là pour entendre ce que vous avez à partager. Par contre, là, je vous envoie l'invitation. Maintenant, si vous ne répondez pas, je recommence. Et j'insiste jusqu'à ce que j'ai une réponse négative. Je ne vais pas vous harceler là-dessus. Mais si vous ne répondez pas, pour moi, c'est pas un non. C'est pas qui ne dit mot consent. Pareil, hein. Je ne reviens pas là-dessus. J'ai failli faire une conf là, sur le consentement, justement. Parce que qui nous dit mot consent, c'est pas le même sens maintenant. Mais là, pour moi, je vais insister. Hein. Tant que je n'ai pas eu non, je ne viens pas. Non, ça ne m'intéresse pas maintenant de te voir, de te rencontrer. Je continue. Et je leur dis directement. De la même manière, cette présentation et puis cette invitation, je la donne à tout le monde en même temps. Je ne veux pas qu'il y ait des on-dit, je ne veux pas que m'adresser à chaque personne individuellement. Je veux qu'on ait tous le même discours, on entend tous la même chose de ma part. Comme ça, on est tous dans le même bateau, il a tous passé la même chose. Pareil, ça rajoute une transparence, une clarté dans mes intentions. Cette invitation, c'est juste à pouvoir discuter. Discuter avec un cadre quand même, le cadre du secret professionnel. Donc, je ne prends pas de notes. Généralement, je montre presque mes mains pour dire, tu vois, je ne note pas, je suis avec toi, je me gratte la tête, peut-être, mais en tout cas, je ne suis pas en train de noter ou de faire autre chose. Je ne fais aucun rapport à qui que ce soit. Donc, côté management, ils ne sauront même pas qu'on s'est vu. Par contre, ils savent que je vais voir du monde. Donc ça, on a un petit accord aussi avec le management, c'est qu'on ne vient pas m'embêter sur est-ce que j'ai vu un tel, est-ce que je sais la situation, et je vais essayer de faire au maximum. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Je ne peux pas forcer les gens à venir me voir ou à parler. Il n'y aurait pas pire comme contexte. Donc une invitation très ouverte. On aborde n'importe quel sujet, autant de temps que vous voulez, autant de fois que vous voulez. 3 quarts d'heure, 20 minutes, 1 heure, peu importe.
et vous choisissez le créneau qui vous convient le mieux. Par contre, il m'en faut un, tout simplement. Et puis on se voit. Et souvent, dans ces rendez-vous, je commence par une phrase très simple, c'est comment ça va? Et rien qu'avec ça, le comment ça va, vous savez absolument tout. Parce que le contexte, le cadre qui vient d'être posé, ça n'a pas la même résonance dans l'esprit des gens. Comment ça va? Quand on va pas bien, on se lâche, on craque, il y a quelque chose qui se passe, on le sait de suite. Donc c'est assez fort. C'est une invitation finalement où on va commencer à construire ensemble, peut-être, hein, si l'autre veut, à commencer à avoir une relation un peu plus de confiance. J'ai le droit de parler avec toi, et quand je parle, il ne se passe rien de désastreux pour moi. Donc je peux continuer à te parler. Donc on avance petit à petit, et je rencontre pas tout le monde. Hein. Je rencontre pas tout le monde. Donc je suis assez insistant, j'ai des refus, donc ça aussi. Je ne demande pas non plus pourquoi tu refuses, mais je l'accepte, je remercie, et on essaie de se projeter pour la suite. En disant, voilà, parle-en peut-être avec un collègue un peu plus de confiance, peut-être que tu connais mieux, qui m'aurait vu, et puis vois ce qu'il te dit de ce qui s'est passé. Peut-être que ça va t'intéresser après, on ne sait pas. Mais si tu veux jamais venir, tu ne viendras jamais. Mais sache qu'à côté, je verrai du monde, et que voilà, il va se passer peut-être des choses, et puis si tu n'es pas content, si ça ne te plaît pas, ne viens pas. Je ne vais pas offusquer, mais dis-le moi que je ne viens pas t'harceler en disant pourquoi tu n'es pas là, viens, on t'attend, ou il n'y a pas de problème. Mais juste, on va rentrer dans ces discussions. Il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, je compte le temps. Et les premiers résultats plutôt positifs ont été 5 mois après ce rendez-vous. Donc, quand on est dans une équipe, quand on intervient sur la sécurité psychologique, on va voir exactement ce que c'est un peu après. C'est un temps long à ce point-là. On parle en mois. Donc là, au bout de 5 mois, je commence à avoir des résultats positifs. C'est-à-dire des gens qui me disent ça va mieux. Ça, c'est pour moi positif. C'est pas non plus super, hein, mais ça va mieux. Quand même, il y a ces petites choses comme ça qui vont après. Donc, on commence à dégager un petit peu ce qui ne va pas dans l'équipe. Et pas de surprise. Si vous ne connaissiez pas ce monsieur, c'est Patrick Lencioni, qui a mis en avant une pyramide avec 5 étapes sur une équipe, finalement. Qu'est-ce qui pourrait dysfonctionner dans une équipe? Manque de confiance, peur de conflit, absence d'engagement, déresponsabilisation de manière générale, et puis pas d'attention sur le résultat. Voilà. Il n'y a pas de mystère, hein, on coche toutes les cases ici. Ce qu'il y a, c'est que pour aller chercher ces étapes, il n'y a pas forcément un ordre formel, mais c'est bien de faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire remettre cette confiance en place, essayer d'aborder les conflits, essayer de chercher la structure pour avoir un engagement différent, responsabiliser d'une certaine manière, peut-être les personnes, et puis voir ce qu'on en fait avec ces fameux résultats. Donc, l'idée, c'est de venir piocher là-dedans. Par rapport à tout ce qu'on peut aborder avec le coaching professionnel, avec l'accompagnement qu'on peut réaliser, essayer de comprendre quel fil je vais peut-être pouvoir tirer et voir s'il y a un résultat ou pas. Parce que pareil, hein, on joue sur les mains ici. Donc il n'y a rien d'incertain, tout incertain, il n'y a rien de certain plutôt. Mais on arrive quand même à discuter. Vous voyez, on n'est plus en urgence, hein, on est passé en médiation là. C'est-à-dire que je suis capable de proposer des ateliers, les gens viennent. Ils se disent, ça peut me servir à quelque chose. Donc on n'est plus forcément dans une situation de burn-out où on est en arrêt, où on est incapable de faire quoi que ce soit. Donc ça avance, mine de rien, mais ça reste très tendu. Il ne faut pas se leurrer. Donc on avance avec des petits ateliers, et petit à petit, il y a comme une dissonance. Il y a une dissonance qui se met en avant. J'ai d'une part un œil extérieur, d'un point de vue management, d'un point de vue client, qui me dit « Moi, j'ai confiance dans l'équipe. » Ou l'équipe, elle se fait confiance, elle marche bien. Une bonne équipe, elle est soudée, il n'y a aucun problème. Et puis, de temps en temps, sans comprendre ce qui se passe, il y en a qui se murent complètement dans le silence. Ils ne parlent plus. Il y a des portes qui se claquent, mais physiquement. Les gens partent, claquent la porte. Ça fait du bruit quand même. On ne comprend rien. Il y en a qui quittent le projet sans donner vraiment de raison. Et puis derrière, on a l'impression que l'équipe marche bien. Ça livre, hein. Pas de problème par rapport à ça, il n'y a pas d'alerte. Hein. L'équipe fonctionne. Hein. Mais il y a ça qui est bizarre. Il y a ce petit truc qui fait qu'on se demande, mais attends, ça va pas. L'équipe, elle a l'air soudée.
mais elle a l'air isolée en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est souvent là où on ne comprend pas. C'est à ce moment-là où on se dit, il y a un problème et je ne sais plus quoi faire. Et on baisse les bras. Alors qu'en fait, c'est juste une définition à avoir. C'est ici qu'on vient avoir une limite entre ce qu'on appelle la confiance et la sécurité psychologique. Ça n'a rien à voir. Alors qu'on confond toujours ces deux éléments. La confiance, je la donne à quelqu'un. J'ai confiance en toi. La sécurité psychologique, je la ressens. Je me sens en sécurité avec vous. Ça n'a absolument rien à voir, c'est dans l'autre sens. Et là, en fait, l'équipe, ils se donnent confiance. Hein. Par contre, entre eux, non, aucune sécurité. Hein. Aucune sécurité. Et donc, c'est là où ça commence à pêcher. Et c'est là où, pour venir aborder ces sujets, comment venir dire à quelqu'un, t'as claqué la porte, pourquoi t'es pas content? Bah non, ça se voit, je viens de claquer la porte. Comment le faire après? Tu quittes le projet? Bah oui, j'en ai marre. Bon, bah, cette personne en avait marre. Voilà, ma conclusion. On va prendre quelqu'un d'autre qui n'en a pas marre, quelqu'un de plus motivé, et puis le schéma se répète. On ne comprend pas. L'équipe, elle est soudée. Et c'est ça, en fait, cet engrenage-là qu'il faut arriver à casser, qu'il faut arriver à comprendre et à venir adresser. Donc, une fois qu'on a vu un petit peu tout ça, ben, on rentre, on met un pied dans la sécurité psychologique. Et justement, un petit brin d'histoire si jamais vous ne connaissez pas du tout ce terme ni d'où ça provient. C'est vieux, hein, c'est vieux, ça a plus de 20 ans. Plus de 20 ans ce concept. Hein. Plus de 20 ans, mais on n'en parle pas souvent hein, parce que c'est un peu tabou de toute façon. Ça provient des travaux essentiellement, il n'y a pas qu'elle, mais essentiellement des travaux du docteur Emonson qui a étudié dans les milieux hospitaliers pendant plus de 20 ans. Et elle a cherché à isoler pourquoi une équipe était performante, tout simplement, en se disant mais une équipe performante, c'est une équipe qui ne fait pas d'erreur, c'est une équipe qui bosse bien, et on voudrait savoir pourquoi une équipe bosse bien et ne fait pas d'erreur. Elle fait ses études dans divers hôpitaux. Pourquoi les hôpitaux? Parce que c'est un milieu quand même qui est très stressant. Il y a une question de vie ou de mort derrière, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, il faut aller vite, il faut prendre une décision de suite. Bon, il n'y a pas mieux pour faire une petite étude. Et puis elle tombe de haut, puisqu'en fait, dans son étude, elle s'aperçoit que les meilleures équipes sont celles qui font le plus d'erreurs. Elle se dit, c'est pas possible. Des équipes sont très performantes alors qu'elles se trompent très souvent. Pourquoi? Et donc elle a creusé. Et elle s'est rendue compte que, en fait, elle ne se trompait pas plus que les autres équipes, c'est juste qu'elle rapportait les erreurs. Elle disait qu'elle s'était trompée. Elle osait exprimer les échecs, les erreurs qu'elle pouvait avoir. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que ces équipes performantes étaient performantes parce qu'elles se sentaient assez en sécurité pour pouvoir dire « je me suis trompé, j'ai besoin d'aide, comment est-ce qu'on pourrait faire différemment ?» Et donc, ça lui a donné lieu à, évidemment, tout un livre, et puis cette définition, qui est que la sécurité psychologique, c'est la croyance de ne pas être puni ou humilié en ayant osé exprimer un doute, une difficulté, en prenant justement par ce biais-là ce qu'on appelle un risque interpersonnel. Alors, il y a plein de mots hein, qui sont forts là-dedans. Hein. Croyance, le premier, alors, on ne les partage pas toutes. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes croyances? Pas dit. Et puis une croyance, c'est pas sûr. Donc là, je me remets un petit peu au hasard. Hein. Est-ce que ça a marché, pas marché? J'en sais rien. Qu'est-ce que ça signifie de pouvoir oser prendre la parole? Devant qui? De peur être puni, humilié, c'est aussi fort. C'est-à-dire que vraiment, on pourrait m'en vouloir de parler, d'avoir dit quelque chose. Et puis, on parle de risque interpersonnel. Un risque, j'imagine, là, vous connaissez tous la gestion des risques. On cherche quoi en gestion des risques à faire? À les minimiser, à les diminuer au maximum. Hein. Et là, je vous dis l'inverse, il faut en prendre. C'est pas naturel. Hein. On n'est pas câblé pour ça. Prendre un risque. Non, non, moi, je suis un tableau, je suis des études, et je veux le minimiser. Je ne veux pas que ça arrive. Et là, on vous dit l'inverse. Non, non, il faut que ça arrive. Il faut que ça sorte pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, même cette définition-là, elle vient juste chambouler toute l'équipe dans comment est-ce qu'elle doit interagir entre elles. Donc, vous voyez, on part de ce constat-là, de ce livre-là, et on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour le mettre en pratique, pour dire maintenant comment est-ce que j'arrive à parler avec mes équipes, comment est-ce que j'arrive à ce qu'elles s'expriment tout court, et que ce soit déjà juste l'expression. Après, on verra si on l'a entendu. Pas dit, mais on verra. Alors, on va faire un petit jeu. Alors, pour ceux qui étaient là l'an dernier, vous le connaissez, mais 5 questions très simples.
Et vous pouvez le faire dans votre tête, vous le notez sur vos cahiers. Vous répondez de 1 à 4, enfin de 0 à 4 en vrai, ça serait plutôt. Vous répondez jusqu'à 4, comme une échelle de valeur, avec des étoiles. 0, pas du tout. 4, oui, oui, vraiment. La première question, c'est est-ce que quand je fais une erreur, est-ce qu'elle est retenue contre moi? 0, tout le temps. 4, jamais, j'ai le droit à l'erreur. Et puis, vous avez les nuances. 2, 3, 1, ah, ça m'est déjà arrivé, oui. On me l'a reproché une fois. Je ne dis pas qu'on vous a sanctionné, juste qu'on vous l'a dit, on vous l'a reproché. On vous reparle de ce problème-là déjà? Vous en a reparlé une autre fois? Ça vaut au moins 2 ou 3. Hein. Ça vaut pas 4 si on vous en a reparlé. Deuxième question. Quand il y a une question difficile à poser, quand il y a un sujet difficile, à quel point vous êtes à l'aise pour le faire dans votre équipe? 0, je me tais. 4, je dis ce que je veux. Et vous en êtes? Est-ce que je suis capable de prendre un risque interpersonnel? C'est-à-dire mettre en jeu un petit peu ma crédibilité par rapport à mes compétences. Je suis tech lead, je suis archi. Est-ce que j'ai le droit de me tromper ou de proposer quelque chose? Et puis si ça ne marche pas, je deviens quoi moi? J'étais tech lead là. Je perds la face ou pas? 0, je perds la face. 4, non, ça va, je peux le faire. Et puis, face à une difficulté, un obstacle, je suis capable de demander de l'aide. À quel point je peux demander de l'aide autour de moi? Et évidemment, de l'aide qui est renvoyée. Hein. Je ne vous parle pas juste aidez-moi et puis il ne se passe rien. C'est je demande de l'aide et on vient m'aider. Et puis le dernier, est-ce que tous mes talents sont utilisés? Mes compétences, à quel point je les utilise, qui sont utilisées par mon équipe? Est-ce qu'il y en a parmi vous, alors vous n'êtes pas obligé de le répondre, hein. Peut-être que vous n'êtes pas en sécurité psychologique aujourd'hui, avec tout ce monde-là. Est-ce qu'il y en a, pour qui veulent répondre, qui ont mis 4 partout? Pourtant, quand on demande à l'équipe, vous vous sentez en sécurité psychologique? On me dit oui, 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 4 sur 4, aucun problème. On fait l'exercice, et puis si vous faites une moyenne, grosso modo, vous êtes à combien? À 3, à 2? Dans ces eaux-là? J'entends 3. 3, c'est pas mal. Hein. 3, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On commence à être dans une notion de contribution à 3. Je suis capable, dans mon équipe, de contribuer et de venir contribuer tout simplement à la réflexion commune qu'on peut avoir sur le projet. À 4, je suis capable de challenger une idée. C'est-à-dire que je contribue, par contre, je viens en opposition à une idée pour venir un petit peu remettre à mal le statu quo. Je m'adresse à l'archi, au tech lead. Non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est plutôt ça. Je t'envoie des arguments et puis on est d'accord et puis on fait ma version. C'est ça que ça veut dire 4. Hein. Donc, ça commence à être dur en fait d'arriver à 4. Et on ne s'en rend pas compte. Et par ce biais-là, donc je lui donne ce petit questionnaire à faire à l'équipe. Hein. C'est anonyme, évidemment. On répond si on veut, bien sûr. Heureusement, il y a les stats qui vous disent si le taux de participation sert à quelque chose, est représentatif. Et puis là, on n'a pas des notes incroyables, hein, mais ça pourrait être pire. Hein. Ça pourrait être pire. Et donc, ça nous envoie à catégoriser, du coup, où est-ce qu'on est dans l'équipe. Et donc, on arrive avec 4 zones, tout simplement. Est-ce que je suis en sécurité dans mon équipe? Et puis, quel est mon niveau de responsabilité? C'est-à-dire à quel point on me permet d'être autonome et me déléguer une tâche, ou est-ce qu'on m'impose une tâche aussi? Ça va dans les deux sens. Quand on n'a aucune responsabilité et qu'on ne se sent pas très bien, on est dans la zone apathique. Il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Quand on commence à être une petite équipe, ça se passe bien, on est content d'être là, et puis ça fonctionne, on monte dans une zone dite de confort. Bon, on est content, puis il ne se passe pas grand-chose, mais on est bien. Si par contre, j'ai un management qui est plutôt toxique et qui commence à mettre un petit peu de pression, là, on arrive dans l'anxiété. Là où il faudrait, c'est quelque chose d'un petit peu challengeant, mais où on se sente bien, pour commencer à apprendre ensemble. Comme je vous disais, le dernier niveau, 4e, c'est de se dire, je suis capable de venir challenger une idée, challenger le statu quo qu'on est en train de présenter. Le tech lead me présente quelque chose. Non, j'ai un autre point de vue, et je te le dis. Il n'y a pas de problème pour moi. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas d'un cadran comme ça à un autre. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. En tout cas, c'est ce que je remarque. Il n'y a pas de saut. On suit un chemin. Souvent, on est dans l'anxiété. Il ne faut pas se le cacher quand on n'est pas bien. Ce chemin, en fait, c'est revenir un petit peu en arrière, d'arriver à la limite entre tous et de remonter
entre confort et anxiété et apathie. Donc c'est un petit peu comme un serpent qui monte, mais on est là-dedans. Et après, hop, passe en apprentissage. Il n'y a pas de remontée directe. Il faut revenir en arrière, on déresponsabilise un petit peu, on remet un cadre, on remet une structure. Quels sont mes rôles, quelles sont mes attentes, quelles sont tes attentes. Donc on revient en arrière, et puis après on remonte. Et puis maintenant on a le droit de discuter. Maintenant qu'on peut discuter, que les rôles sont clairs, on va pouvoir apprendre. Donc ça va vraiment dans ce sens-là comme un C. Et c'est le seul chemin que j'arrive à prendre en tout cas. Si vous avez d'autres expériences, moi je suis preneur de comment on fait. Donc, toujours en médiation. On n'est qu'à un niveau avant l'urgence. Donc on commence à arriver à discuter comme ça, à amener cette discussion. Et puis, on essaie de poser un cadre. Le cadre, c'est 3 questions. 3 questions, c'est ce qu'on appelle une carte personnelle. Ça paraît bête comme ça, mais tout le monde ne veut pas y répondre. J'ai quelqu'un qui ne voulait pas y répondre, tout simplement parce qu'il pensait qu'on pouvait encore s'en servir contre lui. C'était trop personnel. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va quand même en discuter. Parce que là, on est sur un petit palier pour baisser ce niveau d'urgence. Tout simplement, il faut compléter les phrases. Pour communiquer avec moi, j'ai besoin de compléter. Voilà. Moi, je lui dis, un café, un thé, de manière impromptue, pour communiquer avec moi, vous venez me chercher, et puis je viens. Je viens dehors faire une pause, je fume pas, mais je viendrai avec vous dehors s'il faut. Pas grave. Pour me sentir en sécurité, il me faudrait quoi? Voilà. De l'écoute, de l'autonomie. Voilà. Je serais bien, je serais confortable. Que derrière, je puisse dire ce que je veux sans forcément qu'on vienne me le reprocher. Ouais. Sinon, on ferait différemment. Et puis, moi, les conflits. 3 petits points. C'est quoi? J'aime bien, je les déteste, je les fuis. C'est moi qui les provoque. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit? 3 petites questions et à partager, tout simplement. Parce que c'est pas pour dire qu'il y en a un conflit dans l'équipe, il n'y en a peut-être pas. Mais par contre, quand il y en a un, il se passe quoi? Est-ce que je peux compter sur vous ou pas du tout? Est-ce que vous détestez ça au point de vous murer? Parce que là, s'il y a un conflit avec quelqu'un, peu importe, ben, je ne pourrais pas compter sur vous. Il n'y aurait rien de pire de venir vous demander de l'aide. Vous êtes tétanisé peut-être, et en plus, vous n'êtes pas en sécurité. Pour communiquer avec vous, il faudra un café. Enfin, si c'est avec moi, on est dans une réunion, ça ne se passe pas bien, je ne vais pas vous tendre le café. Donc, j'élimine tout ça, quoi. Donc, évidemment, je ne compte pas sur vous, et je prendrai le relais, ou quelqu'un d'autre prendra le relais. Mais il faut le savoir. Et on partage avec l'équipe. Donc ici, il y a eu quand même un petit tournant dans l'équipe où on s'est rendu compte qu'on n'était pas tous égaux par rapport à ces différents sujets, et qu'il y en avait qui prenaient naturellement un peu plus d'ascendant sur les autres, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas mal, mais qui disaient rien en disant bah oui, c'est pris par quelqu'un, tant mieux. Mais on pouvait quand même demander de l'aide. Donc on commence à tisser un petit canal de discussion un peu différent, pas juste sur la technique ou les compétences de chacun, mais sur l'interpersonnel qu'on peut avoir avec le reste de l'équipe. Donc, assez amusant. Et on continue. On continue parce qu'évidemment, je vous ai dit, il y avait une culture un peu du silence. Quelqu'un qui ne parle pas. Oui, mais pourquoi il ne parle pas? C'est parce qu'il a peur? Parce qu'il ne veut pas parler? En fait, il y a 5 façons il y a 5 silences différents. On n'y pense jamais. On se dit toujours, il n'a rien à dire. Ou alors, non, non, il n'est pas intéressé. Mais non, non, il y a 5 silences différents. Il y a le premier, c'est le silence soumis. Si je m'exprime, ça ne fera pas de différence. On ne m'écoute pas de toute façon. Ça ne sert à rien que j'intervienne. Voilà. Je suis soumis à la fatalité que je peux avoir. Il y a le silence défensif. Si je parle, ça va me retomber dessus. C'est sûr. C'est sûr, on va m'en vouloir, j'ai trop placard, ou alors on va me sortir du projet si je sors, si je dis quelque chose. Il y a le silence relationnel. C'est le seul positif, celui-là. C'est le secret professionnel, par exemple. Ou alors, je dis rien pour pas mettre quelqu'un plus dans l'embarras. Voilà. Pourquoi pas? Donc ça, c'est plutôt positif. Le silence déviant, celui-là, il est déviant. Je vais faire exprès de rien dire, comme ça, à côté, il va se planter. Voilà, je dis pas tout. Tu voulais le projet, tu l'as maintenant. Je te dis pas que ça marche pas à côté. Ça, c'est un silence déviant. Et puis, il y a le silence de timidité. C'est celui, en fait, qu'on pense souvent. J'ai peur de parler. J'ai pas envie de parler. Je suis réservé. J'ai un doute sur le groupe. C'est assez passif. Et c'est souvent celui-là qu'on retient en disant il est timide, il ne veut pas parler. Non, non, il y a sûrement les autres. Donc,
Ici, pareil, de la même manière, c'est quoi le type de silence? Quand vous ne parlez pas, pourquoi vous ne parlez pas? C'est quoi là-dedans? Et puis comment on peut vous aider? Et puis sachant que derrière, vous avez des gens qui peuvent peut-être vous soutenir, qui ne fuient pas le conflit. Peut-être que là-dedans, ne pas faire la différence, ça peut être aidé par quelqu'un qui peut venir et vous épauler, pourquoi pas? Donc ici, dont on a besoin, c'est avant tout de rendre les personnes autonomes, parce qu'elles ne l'étaient pas. On a l'impression qu'elles le sont parce qu'elles décident des choix techniques. Par contre, des choix tout court de leur vie, elles ne l'ont pas dans le projet. Et donc là, en osant et en pouvant permettre à chacun d'avoir cette parole ou de libérer ce silence, on est capable de rendre une certaine autonomie, un peu plus que juste technique. Et on est toujours en médiation, hein. Je vous le rappelle, hein, mais on n'est toujours pas descendu d'un cran, là, pour moi. En plus de ça, il faut considérer l'écosystème du projet, notamment le pôle historique. Alors, une petite histoire, j'ai mis un feu rouge ici, c'est pas pour rien. Vous savez comment ça marche un feu rouge? C'est quelqu'un, oui, pardon, ça passe à l'orange, on passe au rouge, après ça passe au vert. Exactement. Par contre, il y a quelqu'un qui un jour s'est dit, là, à ce carrefour-là, ben, je vais mettre un feu rouge pour régler le flux de circulation à une certaine date, suivant ce que la circulation devrait être pour moi. Mais au bout des ans, des années, c'est pas remis en question, ça, ce feu rouge. Le temps entre rouge et vert. Pourquoi finalement, tout le contrôle, il n'y a aucune autonomie. Quand on arrive sur le feu rouge, on attend que ça passe au vert. Il n'y a aucune décision qui est prise. Et cette décision, elle est même imposée par les autres. C'est tout le contraire avec un rond-point. Rond-point, c'est l'utilisateur qui décide d'arriver et d'y aller et de passer. Donc, dans le projet, on a cette même notion. Des gens ont décidé de process avant nous, ils ont décidé de pas mal de choses, et puis on les subit, en vrai. On ne peut rien y faire. Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut rien y faire? Pourquoi on ne pourrait pas briser ce process, ce feu rouge en rond-point? Bon, c'est agile tout ça. Mais ce pôle historique, il est très important parce qu'il faut arriver à comprendre que oui, tu as le droit de venir défier tout ça. Tu as le droit de venir faire quelque chose. Et ça c'est toujours un peu de mal. Et donc, pour arriver à amener ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut venir chercher le leadership des personnes. Donc, ce n'est pas uniquement que les managers qui ont le leadership, hein. C'est tout le monde, hein. Et pour venir creuser ça, on va creuser les capacités d'empathie, la curiosité d'apprendre. Est-ce que j'ai envie d'apprendre quelque chose? Est-ce que j'ai le droit d'apprendre? Est-ce que j'ai la place pour apprendre? Et puis, gérer une certaine... Alors, c'est toujours un peu galvaudé de dire une passion, mais envie de se dire, bah, tiens, j'ai ça comme obstacle devant, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le surmonter. Peut-être pas tout seul, hein. J'ai jamais dit que c'était tout seul qu'on faisait. Mais j'ai envie de le surmonter quand même, avoir cette petite étincelle derrière. Donc, ça veut dire chercher avec le leadership de manière générale. Et une fois qu'on a ça, eh ben on est passé au niveau A, alerte. Ça va mieux, on souffle. On commence à souffler un petit peu là. Donc, on continue sur les ateliers. Et là, on va commencer à venir creuser d'autres questions sur comment est-ce qu'on se sent dans l'équipe, comment est-ce qu'on aimerait se sentir dans l'équipe tout court. Donc là, il n'y a pas de 36 solutions. Il y a une petite recette de cuisine, tout simple. S'intéresser aux gens, tout bête. Tu fais quoi? Alors évidemment, on s'arrête au niveau perso qu'on veut, hein. Pas besoin de raconter sa vie, hein. Mais juste se dire, tiens, tu as été quelque part, tu as fait quelque chose d'important pour toi, je le souligne, et alors? Tu en as fait quoi? Il s'est passé quoi derrière? J'essaie de s'intéresser, hein, tout simplement. Aucun a priori, ça c'est difficile à faire, hein. Aucun a priori, aucun préjugé sur la personne. C'est un tech lead, ouais, c'est quelqu'un qui bosse, il parle pas trop, il parle que technique. Ça c'est un préjugé. Voilà. J'arrive, c'est un tech lead, non, c'est quelqu'un, quoi, c'est mon collègue. Voilà. Tu fais quoi ce week-end? Et on commence à s'intéresser de cette manière-là. Et tout simplement, en donnant l'exemple, on va commencer à créer cette boucle un peu vertueuse qui arrive. Poser des questions, et puis arriver à se sentir respecté. Oui, mon avis compte. Je suis arrivé dans l'équipe il y a 2 semaines, bah, ça compte comme la personne qui est là depuis 2 ans. C'est pareil, hein. C'est pareil. Peut-être mieux même. Tu es plus frais. Tu viens d'autres projets, tu as des idées en tête, tu es sorti de l'école peut-être. Donc tu as les nouvelles techniques que tu viens d'apprendre. On va les connaître maintenant parce que ça fait un petit moment, hein, que j'ai fini à l'école, hein, donc je ne connais plus rien. Et puis se sentir important. Voilà. Ça paraît bête, hein, comme ça, mais juste à valoriser, à rappeler, de quelle que soit la manière, hein, celle qui vous plaît, ça entretient en fait tous ces événements. Et puis,
on avance là-dedans et on se dit, allez, on va faire quelque chose un peu plus costaud, on va faire une boucle systémique. On va analyser notre environnement. On va faire une analyse systémique de ce qui se passe chez nous. Là, je vous ai fait une version un peu plus simplifiée, un peu plus anonymisée, sur ce qu'on a vu. On s'est dit, bah tiens, dans notre projet, s'il y a de l'écoute, eh bien, on est capable, ensemble, de faire et de progresser et d'identifier une vision commune. Si on a une vision, on est capable de bien prioriser le besoin. Si on priorise bien comme il faut ce qu'il y a à faire, il y aura moins de pression sur notre équipe, plutôt positif. Et puis, on aura un peu plus de temps pour travailler. Si on travaille dans des conditions avec moins de pression et qui vont bien au niveau temporel, on sera motivé peut-être. Aller un petit peu plus là-dedans. Si je suis motivé, peut-être que je vais pouvoir être un peu plus empathique avec mes collègues et apprendre d'eux et comprendre ce qui se passe. Puisque je serai un peu plus empathique, je me mets à la place des autres, il y aura moins de défiance. Et s'il y a moins de défiance, il y aura plus d'écoute. Ça paraît simple là, comme ça, hein, mais il a fallu sortir ce genre de choses. C'est une boucle causale. Alors je ne vous fais pas l'explication, mais ça va dans les deux sens. C'est pour ça qu'ici, vous n'avez pas des plus et des moins, vous avez un petit O qui vous dit que ça va dans le sens opposé. Tu ne m'écoutes pas, il n'y aura pas de vision. S'il n'y a pas de vision, il n'y aura pas de besoin priorisé. Il n'y a pas de besoin priorisé, ça va dans le sens opposé. Il y a plus de pression. Plus de pression, moins de temps pour travailler, etc., etc. Évidemment, ça va dans le sens. Et je ne vous fais pas l'explication technique, mais c'est ce qu'on appelle une boucle de renforcement. Plus je mets un truc de positif, plus ça devient positif. Plus c'est négatif, plus c'est négatif. Ça va dans l'autre sens. Donc ça se renforce. Donc qu'est-ce qu'on fait dans l'atelier? On est tous ici, et on se dit, justement, il faut aller ajouter des choses dans cette boucle. On ne va pas la briser, on va essayer de la rendre vertueuse. Donc de mettre des éléments positifs dedans. Où ça? Il y a deux portes qui nous paraissent intéressantes au niveau de la vision et du besoin. Si on commence à être un peu plus proche du métier, plus proche de ce qui se passe, peut-être qu'on aura une bonne vision. Et c'est parce qu'on se rapproche que la vision sera positive. Et donc, si c'est positif, là c'est positif, ça va dans le sens inverse, etc. Et ça sera bien, ça va le renforcer positivement. Et on va même passer la deuxième. On passe la seconde, on fera des réunions ensemble pour bien prioriser. On va se voir souvent. Et là, si on se voit souvent, ça va être encore plus positif, ça va bien se renforcer. Vous sentez le S qui arrive du SAMU? Ça m'a pris 9 mois. 9 mois à être à ce moment-là. 9 mois avec l'équipe au quotidien. 2h30 de temps, c'est le temps qu'il a fallu pour que tout ça explose. 9 mois, tout explosé en 2h30. Tout simplement. Je n'ai pas trouvé d'analogie. Je voulais parler d'un élastique. Je ne sais pas trop. Ça ne va pas parler. L'élastique qui se tend. Et puis au bout d'un moment, si on lâche, ça vous claque dans les doigts. Mais bon, je ne voulais pas prendre l'élastique trop. Je ne sais pas trop, mais 2h30. 2h30. 9 mois de boulot en l'air. On passe de A à U, direct. Pas de concession. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est bien beau, tout ça, c'est des paroles, mais on ne va pas le faire. Se voir souvent, être proches ensemble. Non, 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 non. Au bout de 2h30, j'ai un truc urgent qui tombe. Vous arrêtez tout, je ne veux pas savoir. Vous faites ça comme avant, là, au boulot. Toute la branche ici, elle s'est brisée d'un coup. Ça, c'est devenu le problème, c'est devenu le truc négatif. C'est le point d'entrée négatif. Et en fait, en brisant ici, parce qu'il n'y a plus de vision, ça a créé une autre boucle avec ça en renforcement. Et la boucle, c'est une boucle de renforcement qui s'est passée. Donc en fait, ça s'est auto-alimenté, tout seul. Et tant qu'à faire, il y a une branche ici de défiance qui s'est brisée pour en devenir une autre. C'est l'île de l'isolement. L'équipe s'est isolée, en plus. Donc ça a été à nouveau un signal négatif qui s'est remis dans la boucle, négativement. Donc voilà où ça en est, en vrai. C'est très simple. Priorise le besoin. Non, on ne priorise pas. Il y a de la pression, moins de temps pour travailler. Donc je ne suis pas motivé. Je n'ai pas d'empathie. Je m'isole, c'est positif. J'écoute pas. Si j'écoute pas, j'ai plus de pression. Et c'est reparti pour un tour. Le déclencheur, c'était pas jouer le jeu. Au bout de 2h30 après l'atelier, il y a eu une priorisation à faire, ici.
Et en fait, on se dit, non, mais au lieu de repartir, on ne va pas prioriser bêtement, on va voir un peu plus le sponsoring et tout ce qui se passe pour voir pourquoi ce besoin est là. On va essayer de se réunir pour consolider pourquoi est-ce que c'est important de prioriser différemment ce besoin. Non, 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 on fait comme avant. Vous me le faites de suite, et c'est de monter de suite en pression. En fait, rien n'a été appliqué, alors qu'on s'était serré la main 2h30 avant. C'est comme ça, c'est la vie. Par contre, ça a des effets qui vont dans ce sens-là. Donc, dans cette histoire, évidemment, là, l'équipe, isolée. Hein. Comment repartir? Comment reprendre? Vous avez une idée? J'ai tenté des choses. En fait, là, l'équipe, elle est au feu rouge. Elle est au feu rouge. Si le feu passe au vert, elle ne démarre pas. Il n'y a pas de chauffeur là. Il n'y a pas de chauffeur pour démarrer. Il n'y a pas de, en fait, quelqu'un juste pour dire on va par là. Il n'y a pas de guide. C'est un guide qu'il faudrait. C'est pas juste un conducteur. Donc elle est à l'arrêt. Donc il faut juste repartir de manière positive. Ça fait 9 mois qu'on est ensemble. On a fait des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi vous êtes le plus fier depuis ces 9 mois? Comment on pourrait retrouver l'ancienne dynamique? Pas exactement la même, mais comment est-ce qu'on peut retrouver cette dynamique qui vous a plu? Et puis, de quoi ou de qui vous aurez besoin? Là, maintenant, tout de suite. Je n'ai pas forcément eu les réponses attendues. Je n'ai pas forcément parfois même de réponses. Mais ça fait son petit chemin. Donc, toute l'équipe a évolué et évolue là à sa vitesse. Mais c'est aussi ça, en fait, qu'il faut peut-être retenir de ces expériences. Sinon, ça ne marche pas tout le temps. On a l'impression, mais c'est pas dit. Et c'est justement ça, en fait, qui me permet d'essayer de voir comment j'aurais fait différemment. Parce que là, c'est pas un conte de fées que je vous ai raconté. C'est-à-dire que ça se finit pas bien. Hein. Il n'y a pas une chute, il n'y a pas un événement particulier qui fait qu'il y a un happening à la fin. Ça se termine comme ça, mon histoire. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Déjà, il y a quelque chose en sécurité psychologique dont on parle souvent. Et c'est peut-être ça, en fait, la clé, c'est les signaux faibles. Et en sécurité psychologique, on dit amplifier les signaux faibles. Amplifiez-les au maximum. Quitte à que ce soit des fausses alertes. C'est pas grave. C'est une fausse alerte, mais je me suis inquiété pour toi. C'est ça qui est important, non? De s'inquiéter pour mes collègues. Ou de se dire, tiens, c'est pas normal, j'aurais pu faire différemment, on aurait pu faire différemment. Donc, les signaux faibles, ils sont là. Quand il n'y a pas de changement, mais que ce soit radical, hein, il ne va rien se passer. Tout simplement. L'équipe ne parle pas, si elle continue à ne pas parler, il ne parlera pas plus. Si derrière, j'ai des habitudes, mettre la pression peut-être à l'équipe, si je ne m'arrête pas à la mettre, s'il n'y a pas un changement, il ne se passera rien. Il faut vraiment que ce soit radical. Hein. C'est pour ça que j'ai insisté sur le mot radical, il faut qu'on voit vraiment une grosse différence. Il faut que ça se ressente. Comme je le dis, hein, la confiance, ça se donne. La sécurité psychologique, ça se reçoit. Il faut que je reçois un signal fort de me dire j'ai le droit, je peux y aller. S'il n'y a pas d'exemplarité, il n'y aura aucun cap qui va être suivi. Aucun cap. À tout moment, cette exemplarité, elle doit être là. Quoi. Donc j'essaye à chaque fois de montrer que j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de prendre la parole, j'ai le droit de dire quelque chose, n'importe quoi. Ça passe. Pas sous sa casse, mais en tout cas, personne ne m'a arrêté. Et si j'ai le droit, vous avez le droit aussi. Et c'est à force qu'on va prendre ce droit. Sans courage, il n'y aura rien qui va se bouger. Si au bout d'un moment, personne ne tape le poing sur la table en disant c'est pas acceptable, je ne peux pas faire ça, on ne peut pas aller plus loin. Ça ne va pas bouger non plus. Hein. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui ose dire non, stop. Le U, l'urgence. Stop, arrête-toi sur le côté, tu ne roules plus. Il faut qu'il y ait ce courage-là. Et puis sans empathie, il n'y a pas d'écoute. Donc il faut se mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas de la sympathie, hein. Je ne vais pas pleurer avec vous. Par contre, je peux comprendre que votre situation est très triste. Et que ce qui se passe, c'est dur. Là, je suis en empathie. Mais maintenant, moi, je ne le suis pas triste. Mais je comprends que ça l'est. Donc, s'il y avait quelque chose à refaire, j'aurais amplifié ça. Pour dire, si ça ne bouge pas, il ne se passera rien. Et tant que ça n'a pas bougé un petit peu, je ne bouge pas moi non plus. Je veux que ça se voit. Voilà. Voilà la suite. Comment aller un peu plus loin? On essaiera de trouver une autre façon de faire. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute, pour ce petit partage. J'espère que ça vous servira peut-être à quelque chose. Et puis voilà, si vous voulez en savoir plus,
Je vous ai mis un peu de lecture ici. Et puis peut-être à une prochaine, peut-être pour en discuter. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou du temps. Bah, écoutez, merci beaucoup encore. Il y a des... Pardon. Oui, oui. C'est dans les 5 silences, pardon. Les 5 silences, celui qui est positif, là, le silence relationnel. Et peut-être on peut en parler à la pause, hein, mais j'ai pas saisi de quoi il s'agissait. En fait, c'est le silence qu'on peut avoir pour ne pas mettre quelqu'un en difficulté. Comme le secret professionnel. Je ne vais pas vous raconter à tout le monde ce qu'on s'est dit en entretien, ou je ne vais pas peut-être apporter en public une difficulté de quelqu'un. Parce que je m'intéresse. Oui, je m'intéresse à la relation que je vais avoir avec la personne. J'espère que c'est bienveillant. Mais oui. D'autres questions? Écoutez, merci encore Benoît. Ouais, merci beaucoup. Donc on va avoir une pause, reprise des prochaines conférences à 16 h. Donc dans le live, on aura une conférence sur le participatory budgeting. En idéation, une conférence sur mener un grand programme de rénovation en agilité à l'échelle. Et en innovation, le leadership dans l'ère numérique. Donc voilà, écoutez, profitez bien de la pause avant la reprise. Merci.